Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Nathan Jaron, le directeur des opérations de BBS, la Blockchain Business School. Alors, si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce que Bilal El Alami était déjà intervenu un peu sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Nathan pour continuer de parler de cet univers éducatif autour du Web3. Bonjour Nathan, comment vas-tu ? Salut Thibaut, écoute, ça va très très bien. Ravi d'être là. Eh ben, c'est un plaisir de te recevoir sur Destination Crypto. Est-ce que tu peux nous parler, comme d'habitude, pour tous les intervenants, tu vas forcément y passer. Tu peux nous faire un petit topo de ton parcours et nous dire finalement comment toi, tu as fini par tomber dans l'univers du Web3. Ouais, bien sûr. Alors, moi, du coup, je viens d'un parcours plutôt école de commerce. Voilà, j'ai fait mon alternance chez Decathlon, où j'ai travaillé pendant plusieurs années à différents postes de responsabilité. Donc voilà, management d'équipe, gestion d'unités commerciales. À la fin, j'étais responsable exploitation d'un magasin. Donc là, j'avais un petit peu un rôle très opérationnel, comme aujourd'hui à la Blockchain Business School. J'étais aussi en charge de la sécurité des biens et des personnes sur site. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 6-7 ans. J'ai fini mon expérience en grande distribution par un passage de 4 mois dans une enseigne de bricolage, jardinage, déco en tant que chef de secteur. Mais voilà, on parle des fois des cycles de 7 ans. Et en l'occurrence, voilà, à la fin de cette expérience-là, j'étais sur 7 années dans la grande distribution. Et oui, je sentais que j'étais arrivé au bout de quelque chose, quoi. Je prenais plus de plaisir dans ce que je faisais. Et donc en fait, à ce moment-là, j'avais découvert la blockchain et Bitcoin depuis une grosse année, puisque j'ai commencé à en entendre parler pour la toute première fois, toute fin 2020, début 2021. Voilà, j'ai entendu parler de Bitcoin une fois, deux fois, trois fois sur BFM. Mais au départ, comme je connaissais pas, je m'y intéressais pas plus que ça, j'en restais loin. Et puis un jour, je vais tomber sur une vidéo de Asher qui fait un échange avec Idriss Aberkan, où il discute un petit peu de tout ça, de ces nouvelles technologies, de ce que ça va changer. Et donc le jour où j'ai vu cette vidéo, je me suis dit ok, là il va falloir creuser. Parce que je suivais pas mal Idriss Aberkan, ses conférences, etc. Et c'est notamment grâce à quelque chose que j'ai appris dans ses conférences à lui, que je vais finir par être convaincu que j'étais face à une révolution technologique, puisque Aberkan, dans ses conférences, en reprenant un peu Schopenhauer, explique que toute révolution, peu importe le domaine, passe par trois étapes. D'abord, c'est considéré comme ridicule, ça fait rire. Ensuite, c'est considéré comme dangereux. Et finalement, c'est considéré comme complètement évident. Et en fait, sur cette base-là, en m'intéressant à Bitcoin, je vais finir par être convaincu que c'est une authentique révolution lorsque je vais constater le niveau d'opposition qu'il reçoit. Par rapport justement à ce que explique Aberkan dans ses conférences, où il dit très bien que si quelque chose ne passe pas par cette phase où c'est considéré comme dangereux, ce n'est pas révolutionnaire. Il faut que ça passe par cette phase-là. Et donc, en constatant l'opposition que recevait Bitcoin, c'est ça qui a fini de me convaincre. Voilà, on pourrait se dire qu'il y a plein d'autres critères révolutionnaires dans Bitcoin, son fonctionnement, etc. Mais moi, c'est vraiment ce point-là qui m'a convaincu que j'étais face à une révolution technologique et qu'il fallait y aller. Et donc, tout début 2022, voilà, n'étant plus en phase avec ce que je faisais professionnellement, j'ai décidé de switcher et de me dire, voilà, ce que j'ai découvert sur la blockchain, sur Bitcoin, ça me passionne. J'ai envie d'en faire mon métier. Et donc à ce moment-là, j'ai cherché à m'insérer dans ce monde-là. Et donc j'y suis rentré via Alira, donc qui est l'autre école
spécialisée dans la blockchain en France, voilà, qui recrutait début 2022. Donc le 24 janvier 2022, j'ai commencé avec Alira en tant que conseiller formation. Donc en gros, je renseignais les gens sur les formations, je les conseillais sur le choix du parcours, etc. Je faisais le suivi des dossiers de financement. Je suis resté presque 2 ans chez Alira et puis j'ai fini par en partir parce que j'étais plus en phase avec la stratégie de l'entreprise que je trouvais trop court-termiste. J'avais un problème de vision, j'avais un problème de valeur aussi. Et donc j'ai cherché à m'en aller, notamment aussi parce que j'avais pas de perspective d'évolution en interne dans la boîte et qu'à un moment donné j'avais fait le tour du métier qui était le mien chez eux. Et donc la Blockchain Business School s'est présentée à ce moment-là, et un certain nombre de choses m'ont convaincu dans la proposition de la Blockchain Business School. Et donc depuis le 16 octobre 2023, j'officie à la BBS en tant que directeur des opérations. Donc je m'occupe très concrètement de faire tourner l'école au quotidien. D'accord. Alors, tu as dit plein de choses, je vais revenir dessus Oui. parce qu'il y a des notions très intéressantes sur ton parcours. Déjà, on peut se rendre compte que professionnellement, on bifurque toujours à un moment donné. Enfin, moi aussi, j'ai switché à un moment donné à 360 pour m'orienter sur le Web3. C'est intéressant de voir que finalement, c'est Asher qui a un peu mis cette petite graine qui s'est développée après. Et faut le rappeler, Asher, il fait un travail d'adoption et d'acculturation sur cet univers qui est assez dingue, et t'es pas le premier à me dire que c'est Asher qui t'a fait un peu rentrer dans cet univers. L'autre élément, c'est la vidéo avec Idriss Aberkane. Moi, je l'ai vue. Il me semble qu'elle était un peu avant 2000. C'était une des premières vidéos phares d'Asher sur le sujet avec des intervenants extérieurs. C'est vrai qu'elle avait pas mal marqué les esprits, cette vidéo, je m'en souviens. L'autre élément que je note, c'est que finalement, t'es rentré par Alira, maintenant t'es à BBS. Donc, Alira, les gens connaissent normalement dans l'audience du podcast parce que j'ai déjà reçu Daniel Villa-Montero, on a déjà parlé plusieurs fois. Donc, on sait que voilà, les deux écoles très axées Web3, c'est Alira et BBS. Donc, te voilà maintenant chez BBS. Ça fait combien de temps maintenant que tu es donc dans l'éducation Web3, dans des structures d'éducation Web3? Est-ce qu'au bout de 7 ans, tu penses que tu vas aussi avoir envie de changer? Je me pose la question, effectivement, je me demande est-ce qu'il va encore y avoir ce côté cyclique ou pas, voilà, hein, comme sur Bitcoin et le marché finalement. On verra. En tout cas, moi aujourd'hui, je m'épanouis dans ce que je fais. J'ai toujours eu un côté pédagogue, transmission, même si mon rôle, aussi bien chez Alira que à la BBS, c'était pas de former. Mais après, il y a d'autres façons de le faire. Moi, c'est aussi un petit peu via mon LinkedIn que je le fais beaucoup. Voilà, la pédagogie, c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Dans mon expérience chez Decathlon, j'étais formateur régional sur l'écriture et la mise en œuvre de stratégies commerciales par sport. Voilà, en fonction des stratégies magasins et des réalités locales des magasins en termes de pratiques sportives. Donc c'est toujours quelque chose qui m'a plu. Et puis oui, s'agissant de la blockchain, du Web3, il y a un énorme travail de pédagogie, de vulgarisation à faire, parce que comme à chaque révolution technologique, et finalement là aussi en fait on retrouve quelque chose de entre guillemets cyclique, mais c'est marrant quand on commence à s'intéresser à tout ça de constater à quel point les scénarios se répètent, parce que si on prend le scénario internet, en fait ce qu'on vit aujourd'hui sur les cryptos, c'est juste on est juste en train de suivre les pointillés de ce qui a été fait sur internet, parce que internet au départ on en a dit exactement les mêmes choses que Bitcoin et les cryptos. Voilà, ça n'a pas de valeur, ça repose sur rien, c'est uniquement utilisé par les criminels, etc., etc. Donc voilà, il y a eu la même opposition, et donc c'est vrai marrant. Internet est un très bel exemple qu'on reprend souvent. Il y a eu aussi l'électricité. Enfin, il y a eu plein d'exemples qu'on peut C'est citer ça. Moi, pour imager. je cite souvent effectivement l'électricité, puisque ça c'est pareil, ça fait partie des choses que j'ai pu apprendre dans les conférences
de Aberkan, mais Thomas Edison, donc l'inventeur de l'ampoule à incandescence qu'on connaît, de la lampe à incandescence qu'on connaît sous le nom d'ampoule. Lorsque le courant alternatif a commencé à arriver, notamment via la société Westinghouse aux États-Unis, en fait, il militait pour que se faire électrocuter, ça se dise de se faire Westinghouser. Et il électrocutait des animaux en place publique pour prouver que le courant alternatif c'était dangereux, parce qu'en gros ça pouvait tuer. Bon, et puis aujourd'hui, on a tous du courant alternatif autour de nous, quasi en permanence. Donc oui, en fait, des exemples comme ça, et dans effectivement tous les domaines, pas que technologiques, parce que voilà, on pourrait prendre des révolutions en matière de santé ou médicale, en matière de droit civique, voilà, le vote des femmes par exemple. Donc des exemples comme ça, on en a plein, et c'est marrant de voir voilà à quel point les choses se répètent. Donc oui, moi l'éducation pour l'instant c'est quelque chose qui me plaît, même si encore une fois mon rôle n'est pas de former, mais voilà, à mon niveau j'essaye de transmettre, d'expliquer ce que moi-même j'ai fini par comprendre en m'intéressant au sujet. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de m'apprendre des choses sur la blockchain et Bitcoin, m'intéresser à ces sujets-là m'a appris des tas de choses sur d'autres domaines: l'économie, la politique, la monnaie, la géopolitique, l'énergie. Enfin voilà, c'est quelque chose de très pluridisciplinaire, hein, finalement. Quand on commence à s'intéresser à ces sujets-là, finalement, avec toutes les ramifications qui peut y avoir, on va aller toucher plein d'autres sujets. Donc c'est ça qui est intéressant. Voilà, ça se ressent dans le milieu de l'emploi aussi du secteur. Le côté pluridisciplinaire est apprécié et même recherché. Donc ouais, non, pour l'instant, je suis très bien dans l'éducation. Je me vois pas arrêter. Ça me plaît de faire partie d'un jeune acteur et de participer à son développement. Voilà, il y a que 2 écoles spécialisées aujourd'hui en France, donc je me dis qu'il y a encore tellement à faire, parce que il y a finalement encore peu de monde qui maîtrise ces sujets-là, qui les comprend, qui en a conscience. Donc le chemin à parcourir est encore important. On n'est pas encore arrivé dans la phase où Internet a vraiment commencé à se déployer avec l'arrivée de Facebook, etc. Et de tous ces services applis qu'on connaît tous aujourd'hui. Bien sûr, ouais. Et alors tout ce qui est apprentissage et un peu les problématiques qu'on va rencontrer, si on a un peu de temps, je voudrais qu'on en parle justement un peu après. Est-ce que tu peux nous résumer en 2 ou 3 minutes juste, bah, Blockchain Business School, qu'est-ce que fait cette école? On a compris que c'était centré sur le Web3 et que ça formait, mais globalement, peut-être les différents cursus en 2 ou 3 minutes pour bien rafraîchir la mémoire de ceux qui ne connaissent pas, ou ceux qui auraient écouté l'épisode, mais il y a quelques mois, et donc qui a besoin d'un petit coup de rafraîchissement, s'il te plaît. Oui, donc effectivement, on est une école spécialisée sur la partie blockchain. On intègre aujourd'hui aussi l'IA, parce que pédagogiquement on peut pas se passer à côté. Voilà, notre discours c'est de former des gens pour qu'ils puissent s'insérer professionnellement dans le monde de la blockchain. Demain, dans un quotidien professionnel blockchain, on aura besoin d'utiliser des outils IA. C'est déjà en train de rentrer dans les critères de recrutement, c'est déjà en train de commencer à faire des différences. Voilà, donc pédagogiquement, on peut pas passer à côté, on se doit de l'intégrer, et il y a déjà aujourd'hui des cas d'usage d'outils IA spécifiques au Web3, voilà, qui permettent de faire de l'analyse de white paper, du pré-audit de smart contract, etc. Donc les différents cursus qu'on propose, le tout premier qui a été proposé par l'école, c'est The Original, qui se compose d'un tronc commun et ensuite de 2 spécialités, une plutôt axée produit,
donc product manager. Alors pourquoi product manager? Parce qu'on trouve que c'est plus concret et factuel que consultant comme métier, et puis surtout c'est recherché dans le monde du numérique en général. Voilà. Et ça, on a un observatoire gouvernemental qui l'a récemment indiqué dans un rapport sur l'année 2023. Le métier de product manager est dans le top 10 des plus en tension, des plus recherchés. Voilà, globalement, la catégorie de métier gestion et pilotage dans le numérique, c'est la plus en tension. C'est là où il y a le plus de besoins. Donc product manager, mais aussi des métiers comme chef de projet, par exemple. Donc cette spécialité plutôt axée produit, hein, où on va voir notamment la création, la gestion, le développement de produits. Une spécialité plutôt axée technique, donc tech lead, où là on va explorer tous les aspects techniques d'un projet. Donc ça inclut le développement, mais ça ne s'y limite pas. Donc c'est pas une formation développeur blockchain, on va au-delà du simple développement. On va voir aussi tout ce qui est architecture et infrastructure technique, UI, UX, donc interface utilisateur, expérience utilisateur, cybersécurité. Donc voilà, tous ces aspects-là. On a un parcours spécialisé sur la finance décentralisée pour vraiment creuser cet écosystème spécifique et ses usages professionnels. On a un parcours donc sur l'intelligence artificielle et notamment sur les IA génératives, parce que il faut le rappeler, l'intelligence artificielle, c'est un mot qui englobe plein de choses, et là-dedans il y a des choses qui datent de plusieurs décennies. Le machine learning, le deep learning, c'est très loin d'être nouveau. Ce qui est nouveau aujourd'hui, ce sont les IA génératives, et c'est ça en fait le moteur de la hype en ce moment. C'est pour ça qu'on en entend tous parler. C'est parce qu'il y a ces nouveaux outils qui sortent, qui sont accessibles à monsieur et madame tout le monde. Donc on a une formation dessus pour apprendre à les utiliser dans un contexte professionnel. Voilà, donc en fonction de son métier, on va utiliser tel ou tel outil pour faire telle ou telle chose. On a un parcours centré sur les NFT, voilà, comment les utiliser, les monétiser, notamment dans des stratégies, par exemple de marketing Web3, donc stratégie de marque. Pour de la création de communauté, voilà. Alors après, ça peut être pour de l'art digital aussi si on est artiste, mais voilà, l'idée justement, c'est d'apprendre qu'est-ce que c'est un NFT, comment ça fonctionne, les différents standards en fonction de ce qu'on veut faire avec. Parce que contrairement à ce qu'on peut souvent entendre, leur usage est loin de se limiter au côté spéculatif de voilà, j'achète une œuvre d'art digital unique. Voilà, il y a bien d'autres usages des NFT. On a un module de découverte qui s'appelle À la découverte du Web3. Donc là, c'est un module de 33 heures qui n'est pas certifiant, qui n'est pas professionnalisant. C'est vraiment pour débroussailler le terrain, pour commencer à découvrir ce monde-là. Toutes les autres formations sont certifiantes, sont professionnalisantes. Et donc là, tout récemment, on vient de sortir une formation tokenisation RWA. Voilà, en partenariat avec l'équipe de Token Stalkers notamment, donc qui est aussi un podcast, mais ils ont aussi une entreprise derrière qui fait de la tokenisation, particulièrement sur des biens immobiliers de luxe. Voilà, donc ils l'ont par exemple réalisé pour un palace qui est évalué à, je crois, 200 millions de dollars. Donc voilà, ils sont spécialisés dans cette partie-là, et on vient de lancer ce parcours-là. Donc l'offre continue à s'étoffer. Voilà, on travaille actuellement sur d'autres parcours qui sortiront prochainement. D'accord. Donc, si je résume tout ce que tu viens de dire, donc on a un parcours product, un parcours tech, tech leader, un parcours finance décentralisée, un parcours IA, un parcours NFT, un parcours qui vient de se lancer de tokenisation RWA, donc Real World Asset, tokenisation d'actifs réels, et un module spécial découverte du Web3 qui n'est pas certifiant, mais tous les autres le sont. Ça fait pas mal Exact. déjà. Ça veut dire que c'est vraiment, on peut choisir à la carte, et la question que les gens vont se poser, c'est quelles sont les compétences nécessaires pour démarrer? Est-ce que ça s'adapte à tout type de profil? Voilà. Est-ce qu'en tant que débutant, on peut aller dans chacun des domaines, dans chacune des filières? En tant que débutant sur le sujet, donc Web3 blockchain, oui, parce qu'on reprend les bases à chaque fois en début de cursus.
Donc on peut arriver en tant que débutant. Alors après, en général, sur des parcours comme celui sur les NFT ou sur la tokenisation, ils ont plutôt une vocation de spécialisation étant donné qu'ils sont très ciblés. Et en règle générale, sur ces parcours-là, on va plutôt avoir des gens qui sont déjà un minimum connaisseurs, aguerris sur les sujets blockchain, parce que pour en arriver à s'intéresser spécifiquement à ces spécialisations-là, c'est qu'il y a déjà un bagage minimum, mais globalement oui, on peut arriver en tant que novice. On ne demande pas de niveau de connaissance minimum pour pouvoir entrer dans les formations. Toutes les bases et les fondamentaux sont repris. D'accord. Et éventuellement, la découverte du Web3 peut faire un tremplin sur sur les autres cursus par la suite. Alors ça peut être effectivement l'idée, mais en fait il se trouve que le contenu de ce module-là se retrouve en introduction des Ok, parcours plus longs et professionnalisants. Donc ce module-là, c'est vraiment pour les gens qui veulent pas partir sur un parcours plus long de 2 ou 3 mois avec un aspect professionnalisant, etc. Voilà, qui veulent juste s'initier. Mais sans aller beaucoup plus loin que ça. Après, c'est un format aussi qui marche assez bien pour le côté B2B, pour le côté entreprise, ce module. Typiquement, alors on va pouvoir en parler, je pense, mais on a lancé dernièrement un partenariat, et il y en a d'autres qui sont à venir, qui sont en cours de finalisation. Ce partenariat, il a été lancé avec la NFT Factory, qui souhaitait développer son offre en fait de formation à destination de ses clients et de sa communauté, et donc qui pour ça a fait appel à nous pour utiliser nos contenus de formation en marque blanche. Et donc typiquement les contenus qu'ils utilisent, ce sont les différents modules de cette petite formation à la découverte du Web3. C'est typiquement le genre de contenu qu'on va utiliser pour ce genre de collaboration. d'accord. Tu peux juste préciser ce que c'est que la marque blanche pour ceux qui ne connaîtraient pas? Alors la marque blanche, ça veut dire que donc l'entreprise partenaire, donc ici la NFT Factory, va en fait commercialiser via son site des contenus de formation qui ont été produits par nous, par la BBS. Donc ils n'ont pas eu de travail de production de contenu de formation. Ça, c'est nous qui leur amenons. Et donc bien évidemment, il y a un deal entre nous et eux dans les retombées économiques que ça va avoir. Voilà, mais ils ne le précisent pas forcément sur leur site que ça vient de chez vous, mais en tout cas, tout le contenu est fait par vous. C'est juste après un mécanisme en coulisses, un deal en coulisses, quoi. C'est Donc, alors là pour le coup c'est plus que, enfin c'est plus qu'en coulisses, enfin c'est pas en coulisses en fait, parce que c'est tout à fait visible que c'est en partenariat avec nous. ok, Ils l'ont mis ils l'ont indiqué sur le site, et en fait sur la page où les différents modules sont présentés, il y a clairement les visuels qui indiquent que c'est une collaboration avec la BBS, et en fait une fois que les gens souscrivent et arrivent sur les contenus de formation, là c'est clairement ouais. clairement brandé BBS. Il y a nos logos partout, il y a une présentation de l'école, il y a de quoi accéder à notre Discord, prendre un rendez-vous si on veut aller plus loin que le contenu qu'on aura visionné. Donc voilà, c'est D'accord. revendiqué. On peut pas vous louper, ok. Non. Et la personne qui voudrait se lancer, il faut bien qu'elle ait en tête que tout se fait à distance, il y a un certain nombre d'heures prévues pour chaque cursus, c'est ça, je crois? Oui, tout à fait. Donc les 3 cursus les plus longs, donc c'est Product Manager, Tech Lead et DeFi. On est sur 96 heures réparties sur 12 semaines, c'est-à-dire 3 mois. Ok. Avec Et à la donc fin un examen, une à soutenance la ou quelque chose comme fin, ça. une soutenance exactement, un délivrable écrit aussi à rendre, et donc une soutenance orale devant un jury sur la base d'un projet qui est travaillé en petits groupes à la fin du cursus, hein. Donc sur les 12 semaines, les 9 premières semaines, c'est les cours. Et ensuite suivent 2 semaines de phase projet où là, il n'y a plus de cours, et les élèves travaillent à 100% sur des projets très concrets dans la très grosse majorité des cas, puisque en règle générale, ce sont des apprenants qui amènent ces idées avec eux parce qu'ils veulent vraiment les développer. Et on a plusieurs cas aujourd'hui de projets qui avancent, qui continuent leur développement. Certains qui ont pitché d'ailleurs devant Pirates Labs, et on a un projet
projet porté par des alumni qui actuellement est en train de suivre le processus de sélection de Pirates Labs, donc pour éventuellement finir comme startup incubée. D'accord, oui. J'en profite pour rappeler que Pirates Labs, effectivement, il y a un lien assez fort entre BBS et Pirates Labs parce que Bilal El Ami, justement, faisait un peu la passerelle et en parlait beaucoup dans l'épisode 98. Donc, allez l'écouter, ça vous permettra de mieux comprendre le lien entre BBS et Pirates Labs avec Bilal El Ami un peu au milieu. Donc ça, c'est intéressant. Et en termes de partenariat, donc tu as mentionné Token Stalkers pour tout ce qui est tokenisation, tu as mentionné donc la NFT Factory pour tout ce qui est package éducatif avec pour leurs clients. Est-ce qu'il y a d'autres partenariats comme ça qui se renforcent et qui étoffent la liste de l'écosystème un peu en plus que tu n'aurais pas évoqué? Alors, on peut parler déjà des nombreux professionnels qui collaborent avec nous pour la production des contenus de formation. Voilà, on a par exemple sur le parcours DeFi et IA, Arnaud Toiti, qui est avocat spécialisé, qui produit du contenu. Le cabinet DNA Partners, qui produit aussi du contenu sur la partie juridique pour le parcours The Original. On a Dors 3, qui est probablement la plus grosse agence marketing Web3 en France, qui collabore également avec nous, qui produit du contenu aussi. Donc voilà, des professionnels comme ça qui du coup représentent un certain nombre d'entreprises de l'écosystème qui collaborent avec nous en produisant des contenus de formation. On en a entre 40 et 50. Et puis on a aussi la banque de Lubac qui a fait appel à nous pour former toutes ses équipes commerciales et marketing. La formation commence cette semaine d'ailleurs, parce qu'en fait ils lancent leur offre crypto à destination des particuliers, et donc ils ont besoin de former leurs équipes pour ça, et notamment pour utiliser cette formation comme label de qualité et de sérieux en fait auprès de leurs clients. Donc ce sera revendiqué que les équipes ont été formées à la BBS, qu'elles ont obtenu une certification, donc voilà, que les équipes de Lubac savent de quoi elles parlent. Et donc on leur a proposé en fait un format sur mesure et un programme sur mesure par rapport à ce dont ils avaient besoin. Donc typiquement, par exemple, en termes de format, pour toutes les personnes particulières qui vont suivre nos formations, on est sur du 100% distanciel. Et pour de Lubac, ils avaient besoin d'autre chose. On leur a fait un format en présentiel de 2 heures par semaine sur une journée, sur la pause déjeuner, parce que c'est là qu'ils ont le temps. Donc voilà, un format vraiment adapté à leurs besoins. Et donc sur le programme, c'est pareil. On a établi le programme avec eux en fonction de ce qu'ils avaient besoin d'apporter à leurs équipes. Oui, et c'est important de retenir Delubac parce qu'ils sont aussi pionniers dans leur secteur, parce que c'est, moi, de nom, c'est une des seules banques, enfin, acteurs bancaires qui est très crypto-friendly, hein, qui s'ouvre vraiment à cet univers-là, et c'est assez rare pour le souligner. Et moi, je les ai rencontrés. Ouais, c'est les seuls, hein. C'est la principale banque pour les entreprises de l'écosystème, oui. C'est en tout cas une des seules banques qui va pas poser de soucis et qui va pas fermer les comptes du jour au lendemain parce qu'on a une activité qui est liée aux crypto. C'est aussi la première banque française à avoir obtenu le PSAN, l'enregistrement PSAN. Voilà, à l'époque, ils étaient les premiers dans le secteur bancaire à l'avoir obtenu. Ouais, et pour les particuliers, ça peut être gênant d'avoir des bâtons dans les roues vis-à-vis de sa banque, mais pour des professionnels, c'est encore pire parce qu'on peut pas lancer son business. Donc, c'est important que Delubac et d'autres, plus tard, se lancent un peu là-dedans. Donc, retenez bien le nom de Delubac. Et moi, je les ai rencontrés à Surfing Bitcoin, je crois, pour la première fois. Et depuis, j'entends leur nom un peu partout. Donc, ça fait plaisir de voir qu'ils sont un peu d'importance. Tu as tout à fait raison. Pierre Noisa, le fondateur de Paybium, est très bien placé pour parler de ce que tu as dit, c'est-à-dire que pour des entreprises, c'est encore pire d'avoir des bâtons dans les roues au niveau bancaire. Absolument. Ouais. Et alors, on a fait un petit tour d'horizon de BBS. J'aimerais bien revenir sur un sujet plus hors de BBS, mais plutôt éducation Web3 au sens large en France. Toi qui vois pas mal de gens passer, selon toi, c'est quoi ce qui manque en termes de culture Web3 en France? Je pense qu'on a quand même globalement un retard un peu sur l'appréhension des enjeux. On le voit, comme tu le disais, il n'y a que 2 écoles un peu spécialisées dans le domaine. Je pense que quand tu vas en Suisse, il y a des pépinières de startups Web3 dans tous les sens. Je dis pas qu'on est en retard parce qu'on a quand même des super leaders, on a des belles entreprises Web3 en France.
Mais on le voit que la banque, il y en a une, c'est de l'UBAC. On voit qu'il y a quand même un retard à l'amorçage, je trouve, de la prise en conscience de ces enjeux-là. Tant dans la population en termes d'investissement, même si ça commence à évoluer un peu, mais aussi pour tout ce qui est professionnel. Enfin, se lancer dans une startup Web3, c'est quand même super compliqué actuellement. Que ce soit en termes bancaires, ou que ce soit en termes de compétences, de trouver des profils qui soient adaptés pour la cybersécurité, pour les smart contracts, pour les audits. C'est compliqué. Moi, je voulais avoir un peu ton retour, toi qui vois passer plein de gens, plein de profils différents, et qui sans doute analysent un peu aussi les lacunes qui peuvent y avoir dans l'éducation Web3. Qu'est-ce qui revient en premier, toi, quand on te parle de ce qui manque vis-à-vis de la population française? Pourquoi on est un peu en retard? Enfin, ça, c'est mon avis, on est un peu en retard. Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence, finalement? Alors déjà, tu vois, moi, on fait des formations en français, donc en fait, au-delà de la France, on touche toute la francophonie, et donc notamment des Suisses par exemple ou des Belges. Et en fait, j'ai dans les échanges que j'ai avec ces prospects-là au téléphone, il y a quand même une tendance qui se dégage dans leur discours, qui est de dire que dans leur pays, donc Suisse et Belgique, en fait, l'offre de formation est encore moins développée que chez nous, voire pas du tout, et qu'en fait, c'est pour ça qu'ils viennent, qui s'adressent à des écoles en France. Donc, moi, finalement, ça me fait relativiser sur ce côté, retard. Alors même si effectivement la Suisse a son petit écosystème aussi, hein, dans la partie Web3. Mais voilà, quand un certain nombre de personnes qui viennent de ces pays-là et qui viennent s'intéresser à nos formations, à nous, et qu'elles nous expliquent ça, moi je me dis finalement peut-être que on n'est pas si en retard que ça, parce que oui, en fait, en France, on a mine de rien, on a un bel écosystème. On a plein de boîtes qui sont très très bien positionnées sur leur marché, qui sont très connues, qui sont parfois devenues des géants. Alors c'est pas encore des GAFAM, mais c'est déjà des beaux poids lourds, hein, comme voilà, des Sorare, des Ledger. Ouais. Et justement, je voyais une vidéo, je crois que c'est sur la nouvelle chaîne YouTube Unhosted, je sais pas, avec Alexandre Stachenko et Claire Balva, qui disait que certes, on a des poids lourds comme Sorare et Ledger, mais dans tous les cas, c'est des acteurs qui n'ont pas eu besoin de compte bancaire à la base. C'est vrai. Et ça, voilà, en fait, ça montre aussi que certes, on a des super projets, mais on pourrait être encore mieux si finalement il y avait un peu je sais pas, de cohésion entre la finance traditionnelle et la finance Web3. On pourrait aller bien plus loin. Mais tant Ouais. mieux, ça veut dire qu'on aura un potentiel de fou dès que ce sera le cas. Mais voilà, c'est ça. En fait, du coup, le côté relativisé sur le retard, c'est vrai que c'est sur cette partie éducation, du moins. En tout cas, moi, c'est ce que je vois. Par contre, oui, il est évident que au niveau bancaire, notamment, il y a un certain nombre de freins qui font que pour des tas de jeunes projets, jeunes entreprises, c'est difficile de se lancer. Pendant un moment, il y avait aussi le fait que l'AMF n'était pas du tout assez staffé pour pouvoir traiter les demandes d'enregistrement PSAN ou d'agrément PSAN. Enfin voilà, moi je connais plusieurs entreprises qui attendent des fois depuis 2 ans que leur dossier soit traité. Et puis en fait, tant que leur dossier n'est pas traité, concrètement, c'est compliqué pour leurs activités, parce que ça veut dire qu'ils sont pas conformes, que au niveau de la réglementation, ils ont pas le tampon dont ils ont besoin. Donc oui, c'est compliqué. Qu'est-ce qui manque? Déjà, il faut quand même le dire, sur la partie crypto, on en entend quand même parler beaucoup sous l'angle financier. Or, nous avons en France une très très mauvaise culture financière. Et ça, c'est historique. Et pourquoi on a une mauvaise culture financière? Parce qu'on a une éducation financière qui est très pauvre. Alors, j'ai vu récemment qu'il commençait à y avoir justement des cours
d'éducation financière à l'école, bah voilà, typiquement, c'est ça dont il y a besoin massivement, en fait, c'est-à-dire d'apprendre aux gens les rudiments de ce que c'est que la finance, de ce que c'est que la monnaie. Le problème, c'est que là, on touche à des sujets, on touche à des enjeux plutôt éminemment politiques, parce qu'à partir du moment où vous acculturez les gens sur financièrement parlant, il n'y a plus des milliards et des milliards sur des livrets A ou des assurances vie que vous pouvez aller ponctionner assez facilement si vous avez besoin. D'ailleurs, il y a des alertes qui se font de plus en plus pressantes sur les milliards d'euros qui sont actuellement placés en assurance vie par les Français. On verra si ces alertes se confirment ou pas. Mais donc voilà, typiquement, en fait, si vous acculturez les gens financièrement, ils vont pas avoir les mêmes comportements financièrement. Et ça, politiquement, ça peut ne pas être intéressant. Au niveau de la monnaie, c'est pareil. Si vous éduquez les gens sur la monnaie, vous pouvez plus expliquer aux gens que l'euro c'est génial, que ça nous a fait gagner du pouvoir d'achat et que c'est une monnaie très stable. Voilà, sur l'inflation c'est pareil. Voilà, si vous éduquez les gens sur ces sujets-là, vous pouvez plus expliquer aux gens que l'inflation c'est de la faute de Vladimir Poutine ou du réchauffement climatique. Oui, ça va développer leur esprit critique et forcément, techniquement, ils se tirent une balle un peu dans le pied parce que c'est eux qui sont garants de tout ça, hein, de la monnaie et des institutions qui sont derrière. Et c'est pour ça que pour moi, en fait, c'est aussi ça qui joue dans on va dire, dans la lenteur, en fait, de l'avancée des choses, parce que on ne fait pas non plus en sorte que ça puisse aller plus vite. Il suffit aussi de voir la façon dont on traite ces sujets-là dans les grands médias mainstream, la façon dont les banquiers centraux, dont nos politiques nous en parlent. C'est toujours pour faire peur. Alors là, pour le coup, pour revenir au début de notre conversation, la phase dangereuse, on est en plein dedans. On nous le répète très régulièrement que tout ça c'est dangereux, qu'il faut surtout pas y aller, que ça repose sur rien, que c'est volatile, que c'est utilisé que par les criminels, que ça détruit la planète. Donc forcément, quand on a des discours aussi anxiogènes et qui visent à faire peur aux gens, vous les incitez pas à s'intéresser à tout ça. Et le pire, c'est que souvent, les seuls discours un peu positifs, c'est pour mettre en avant quelqu'un qui a gagné 1 million avec les cryptos et qui vont mettre des étoiles dans les yeux de tout le monde. Et malheureusement, beaucoup n'auront pas cette chance de devenir millionnaire de cette façon-là. Donc, en fait, c'est voilà, le discours, effectivement, des médias n'est pas vraiment en faveur d'une adoption sur la partie tech éducative et sensibilisation financière. Ça, c'est intéressant ce que tu as dit, hein, la sensibilisation financière, vraiment la culture financière, c'est clair qu'on a vraiment un retard là-dessus aussi. Très intéressant aussi ton retour sur les formations à l'étranger, comme quoi en Belgique, en Suisse, finalement, ils se rattrapent un peu avec nous parce qu'il manque aussi des choses de leur côté. Très intéressant. Et effectivement, le dernier point, pour moi, c'est l'AMF et le cadre réglementaire qui doit vraiment pouvoir dégager vraiment l'horizon, parce que vous êtes en train de former et de préparer toutes les petites fourmis qui permettront de dynamiser les startups de demain dans l'univers Web3. Et le problème, c'est que le goulot d'étranglement, ça va être les banques, ça va être les agréments PSAN et tout ça qui permettront de travailler sereinement. Et tant que l'AMF n'est pas staffée et que les institutions ne sont pas staffées pour déverrouiller tout ça, ça va être compliqué parce que vous allez alimenter plein de nouveaux profils qui vont être calés, que ce soit sur les produits, sur la tech, sur la finance décentralisée, la tokenisation. Mais à un moment donné, le goulot d'étranglement va être de plus en plus compliqué si les institutions et le gouvernement ne met pas aussi un peu les étoiles dans l'alignement, quoi. Mais voilà, en tout cas, vous de votre côté, c'est intéressant de former ces profils-là. Ouais, tout à fait. Et puis du coup, on apporte le côté justement réglementaire, hein, que nos apprenants maîtrisent le cadre, voilà, savoir à quelle sauce on est mangé dans l'univers blockchain, comment est-ce que le régulateur voit tout ça, comment est-ce qu'il qualifie tout ça et du coup les impacts que ça peut avoir derrière. Mais donc oui, voilà, il y a de nombreux, il y a de nombreux enjeux autour de tout ça. On pourrait aussi parler des aspects techniques. Je pense qu'aujourd'hui aussi quelque chose qui freine pas mal de gens, c'est le côté très tech.
Et c'est justement une image dont souffre le secteur de la blockchain. Il y a beaucoup de gens qui pensent que pour pouvoir évoluer professionnellement dans ce monde-là, il faut être un geek, il faut être un gros techos, quelqu'un qui code, voilà, un développeur, un ingénieur, alors qu'il y a besoin de plein de compétences dans ce monde-là qui sont très loin d'être techniques. C'est plein de compétences très classiques qu'on trouve partout dans toutes les entreprises parce que, comme n'importe quelle entreprise, une boîte de l'écosystème blockchain, elle a besoin de faire de la com, elle a besoin de faire du marketing, elle a besoin de vendre des produits, des services, des solutions. Elle a des équipes donc il faut les manager, donc il y a besoin de services RH, de managers. Voilà, il y a des besoins de compétences juridiques, financières. Donc c'est Opérationnel, comme tu en es opérationnel. l'exemple même. Ouais. Donc c'est finalement assez large, mais le secteur souffre encore d'une image très technique et qui fait aussi, je pense, que des gens s'en désintéressent en se disant que c'est pas fait pour eux, que de toute façon ils comprendront rien, alors que en fait ils auraient des intérêts et du coup, ça rejoint un peu la tendance qu'on voit aujourd'hui dans les projets Web3 qui ont tendance enfin en tout cas, il y en a un certain nombre qui ont tendance à chercher à masquer en fait les aspects techniques. Il y a un certain nombre aussi d'incubateurs ou d'accélérateurs qui maintenant accompagnent et conseillent les projets qui sont avec eux de cette façon-là aussi, c'est-à-dire des solutions Web 2.5 et pas Web 3, c'est-à-dire vous proposez une interface très classique comme les gens ont l'habitude d'en utiliser. Et par contre, derrière, vous allez mettre en place des aspects techniques blockchain, mais par contre, encore une fois, vous les masquez dans l'utilisation, dans le parcours de l'utilisateur. On voit pas du tout qu'il y a la technologie blockchain derrière. Et puis même dans la façon dont on s'adresse à lui, l'idée est de complètement masquer tout ça. Et nous, c'est un peu dans cette veine-là aussi qu'on accompagne nos apprenants dans leur phase projet. C'est-à-dire, quand vous construisez, nous, ce qu'on leur dit, c'est que quand ils construisent leur projet, quand vous construisez vos projets, vous devez pas mettre en avant les aspects techniques. Vous devez mettre en avant des réponses à des besoins. Et donc, dans un certain nombre de cas, les caractéristiques techniques de la blockchain vont permettre ça, mais en fait, quand vous vendez le produit ou la solution à quelqu'un, vous lui vendez pas la blockchain, vous lui vendez pas les caractéristiques techniques de la blockchain, vous lui vendez des réponses à son besoin ou à ses besoins. Et donc, en fait, il faut traduire les caractéristiques techniques de la blockchain en réponse à des besoins. Parce que là, dans ces cas-là, on parle aux gens et on leur fait plus passer des canards devant les yeux en leur parlant technique. On leur explique simplement qu'on va être capable de répondre à un besoin qu'ils ont. Voilà, en utilisant une certaine technologie, mais sans aller plus loin. Et ça aussi, c'est un des enjeux pour moi de l'adoption, en fait, pour faire venir plus de monde. C'est que il faut arriver en fait à montrer aux gens les réponses à tout un tas de besoins que ces technologies-là permettent d'apporter et de plus parler en fait de toutes les caractéristiques techniques avec en plus un lexique particulier, beaucoup d'anglicismes, etc. Donc qui contribuent pas non plus en fait à la compréhension des choses. Bien sûr, l'idée, c'est pas de savoir sur quelle blockchain c'est fait, à quel niveau de TPS, enfin de transactions par seconde on peut aller, les secondes par bloc, enfin ça on s'en fout, c'est juste, qu'est-ce que ça peut me permettre de faire aujourd'hui, de plus qu'hier? Donc c'est ça qui est compliqué mais on va y arriver, tout comme internet, au début on parlait que technique, maintenant Mais c'est plus ça. personne ne parle technique. Ça Donc va finir par arriver. Exactement. En fait, l'objectif, c'est qu'à la fin, tout le monde utilisera et la majorité des gens ne sauront même pas comment ça fonctionne. Aujourd'hui, vous arrêtez 10 personnes dans la rue et vous leur demandez comment fonctionne Internet. Je suis même pas sûr qu'une seule sur les 10 soit capable de répondre. mmh, ça c'est sûr, j'en suis persuadé, je suis d'accord avec toi. On arrive déjà à la fin de notre échange. Est-ce que tu veux rajouter une dernière chose avant que cette interview s'arrête malheureusement?
Non, juste de dire que les personnes qui nous écoutent pour le coup sont sur la bonne voie, voilà, s'intéressent à ces sujets, se renseignent, apprennent et donc continuez, continuez à vous distinguer de millions de gens en France qui sont parfois à des années-lumière de faire ce que vous êtes en train de faire et donc qui perçoivent pas du tout ce qui arrive et qui un jour ou l'autre en fait suivront le troupeau parce que il y aura il y aura pas le choix, ce sera comme ça. Moi c'est ce que je dis aux gens en fait qui se forment aujourd'hui et puis ces dernières années, mais même encore aujourd'hui au stade où on en est, les gens qui se forment aujourd'hui pour s'insérer professionnellement dans cet écosystème aujourd'hui ou dans les mois qui viennent et les 2-3 ans qui viennent, c'est des gens qui, dans quelques années, auront 5 ou 10 ans d'expérience professionnelle dans le milieu, alors qu'une masse de gens y entrera pour la première fois. Et donc, en fait, c'est ces gens-là qui trusteront les meilleurs postes, parce que c'est eux qui auront l'expérience professionnelle. Donc voilà, continuez à vous renseigner, à apprendre, à découvrir, parce qu'on n'a jamais fini, et en particulier dans ce monde-là. Si jamais certaines personnes cherchaient à se former, et vous pouvez venir échanger avec moi sur ce que la BBS propose. En tout cas, on est là pour ça, et d'ailleurs on fera là très très bientôt une assez grosse annonce en matière de formation, hein. Ça concernera la formation blockchain. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille avec Bilal justement, donc avec Pirates Labs sur quelque chose qu'on va bientôt là pouvoir annoncer. Intéressant cette fin d'épisode. Merci pour ce mot de la fin, merci pour cette perspective de nouveauté en termes de cursus blockchain. Moi, ce que je retiens, donc déjà tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à aller consulter le site de la BBS. Et moi, je retiens aussi, ce que je voudrais dire en mot de la fin, c'est que on voit toujours tout de suite le côté spéculatif, mais n'oubliez pas qu'il y a des écoles qui sont là pour peut-être changer carrément votre travail, pour vous réorienter sur du Web3 si ça vous plaît. Maintenant, il y a tout ce qu'il faut pour avancer avec BBS notamment. Donc, allez-y, vous serez sans doute content de l'avoir fait demain si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a plein de formations, product, tech, finance décentralisée, tokenisation, IA, NFT, voilà. A priori, il y en a une qui va vous plaire si vous êtes un peu branché Web3. Donc, allez-y et ça peut vraiment, je pense, peut-être changer votre vie. En tout cas, moi, ça l'a changé parce que maintenant, je bosse dans le Web3 au quotidien et toi, Nathan, aussi, ça a aussi un peu changé ta vie. Donc, n'hésitez pas à passer un peu à l'action. Voilà, merci Nathan, merci pour cet échange passionnant, merci pour tes retours, toujours très précieux. Je te souhaite le meilleur pour la suite, je souhaite le meilleur pour la suite à BBS et j'ai hâte de voir ce que tu vas nous annoncer. Il y aura aussi un petit cadeau sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre sur Twitter et à suivre BBS sur Twitter, il y aura un petit cadeau prévu prochainement. Voilà, merci à toi Nathan, merci à tous, salut. À bientôt.